Je suis Jérôme Gaillard, j'ai 61 ans, je suis un jeune retraité, président de l'association de sauvegarde du lac de la Criguë. Avant, j'étais un commerçant en articles de pêche, depuis pratiquement toute ma vie, 40 ans dans la pêche de loisirs, et entraîneur des équipes de France de pêche à la mouche, champion du monde en l'occurrence. Mais surtout, maintenant, du temps de ma retraite, président de cette association qui essayons de sauver le plus grand lac glaciaire de tout le Massif central, en sachant que c'est important pour les générations futures, pour tout le monde. Donc voilà, c'est un combat qui m'a motivé dès les premières lignes du dossier que les copains d'ici m'ont passé, et je me suis engagé, j'ai accepté bien volontiers la présidence qu'on me confiait pour mener ce combat, qui dure déjà depuis plus de 30 ans pour l'association. Contre la société EDF, qui est un géant intouchable un peu à nos yeux, mais on est persévérant. Le lac de la Criguë est situé au pied du massif du Sancy, donc en plein parc des volcans d'Auvergne, à peu près égale distance, on va dire, de la Suisse à l'océan et de Paris à Marseille. Donc plein centre de la France, massif central, versant ouest, très arrosé puisqu'on prend les précipitations qui arrivent directement de l'océan, donc un pays d'eau à la base, sur lequel EDF a implanté dès l'après-guerre les premiers grands barrages hydroélectriques pour fabriquer du courant, à une époque où il y avait une forte demande, les foyers s'équipaient en matériel de tous les jours, on va dire, des machines à laver, frigo, congélateur, enfin tout arrivait, et donc il y avait une demande importante, et ces barrages étaient une source de production facile, durable, décarbonée, très important actuellement, mais en même temps qu'a imposé la dérivation de bon nombre de nos rivières qui étaient magnifiques pour leur population de trucs, la clarté de l'eau, la beauté des paysages, tout ça a été un peu massacré sur l'autel de la fée électricité, parce que en détournant jusqu'à plus de 90% des débits de ces rivières, 90% sur une année, c'est énorme, on tuait petit à petit, enfin la poule aux œufs d'or, pour nous ici, de nos rivières, si elles avaient pu rester en parfait état, ce serait merveilleux. On a une rivière, la Grande Rue, qui était une frayère à saumon exceptionnelle au début des années 1900, et bon, voilà, souvenir. Le lac de la Criguë est apparu sur ce plateau d'Artense, qui est donc au sud-ouest du massif du Sancy, pas suffisamment précisé, entre le massif du Sancy et le plomb du Cantal, c'est-à-dire les monts d'Auvergne. Les monts du Cantal, excusez-moi. Donc un petit plateau, comme le Césalier, nous c'est le plateau de l'Artense, qui était une estimation de moins de 200 000 ans avant Jésus-Christ, on avait 200 mètres de glace ici. Et cette glace, en fondant petit à petit, parce qu'il y a des périodes de réchauffement, de refroidissement, a fini par fondre, mais ce glacier qui a existé avait érodé toutes les roches meubles et ne s'était frictionné en fin de compte qu'à des roches, nous c'était du basalte ici. Et dans ces creux, dans ces dépressions que le glacier a formées en avançant, quand il a fondu, il est resté des lacs. La majorité de nos lacs se sont transformés d'abord en tourbières, c'est-à-dire la végétation est venue progressivement les envahir, souvent des lacs qui étaient traversés par des rivières, donc des apports de nutriments qui faisaient qu'on avait un développement de la végétation à l'intérieur même de ces lacs glaciaires, et se sont transformés en zones humides. Après être passé du stade de tourbière, on passe à la zone humide, certains ont disparu, certains ont été drainés, abîmés. On a encore des belles tourbières comme la Coustée ou la tourbière de la Pignole qui sont exactement l'évolution à mi-chemin encore de ces lacs qui vont finir par totalement s'envaser. Le lac de la Criguë, sa particularité, c'est qu'il a un bassin versant très petit et aucun tributaire, aucun ruisseau, aucune rivière qui vient l'alimenter. Un bassin qu'on estime à peu près à 200 hectares, 2 km². Même si on avait une forte précipitation, une forte pluviométrie et beaucoup de précipitations, dans un lac qui fait 36 hectares et 25 mètres de profondeur, dont la majorité, on va dire, la profondeur moyenne, c'est une dizaine de mètres. Avant de combler tout ça, tout était digéré, on avait la photosynthèse qui marchait à plein pot parce qu'on avait de l'eau translucide, et cet apport principal par des sources sous lacustres amenait une eau fraîche oxygénée qui évitait justement la dégradation, la pourriture, les sédiments, rien de lourd, pas de cailloux, très peu de végétaux. Enfin, le lac était en autarcie, très pauvre en nutriments,
pas riche pour des poissons. Les seuls poissons qu'on avait, c'était ces ombles chevaliers qui ont été introduits à la fin des années 1800. La première introduction, elle venait du Léman, c'est au lac Pavan en 1860, et de là, ça a essaimé sur d'autres plans d'eau d'altitude, la Godivelle, entre autres, le lac Chauvet en a eu aussi. Le lac de la Crégue a été alimenté avec ces poissons qui ont été introduits, on dit bien, ils n'étaient pas présents naturellement sur le lac de la Crégue, mais ils ont trouvé des eaux magnifiques, oxygénées, fraîches, translucides. Les plus gros poissons faisaient 1 kilo, pour dire peu de nourriture qu'il y avait. Et hormis quelques tanches, vairons, 2-3 perches, le lac était pauvre, du fait de ce manque d'apport, et ce manque d'apport, en fin de compte, a empêché qu'il se transforme en tourbière. Donc c'est ce qui en fait son caractère exceptionnel, c'est qu'il n'a jamais évolué, pratiquement depuis 13 000 ans. Les quelques dépôts qu'on a d'études qui ont été faites, 1939 c'était Luc Olivier, et après 1967-68 c'était Nicole O'Malley, des biologistes de Besse ou de Clermont-Ferrand qui s'intéressaient à ce lac et qui ont fait des analyses et des études dessus, ont démontré justement la pureté de ce lac qui n'évoluait pas, statique. Une vraie Bible vivante des années passées, rien ne l'a dérangé, sauf 1969, l'arrivée des eaux de toute la montagne, dérivées par EDF, et qui sont venues transiter à travers ce lac, je dis bien sans autorisation, ni préfectorale, ni enquête publique, ni rien du tout, à une époque, je veux bien l'entendre, où effectivement écologie, c'était un mot qui n'existait peut-être même pas dans le dictionnaire. Je dis un peu n'importe quoi, mais on s'en souciait pas. C'est évident, il y avait de l'eau de partout, ça ruisselait de partout, on avait besoin d'électricité, on fabriquait, puis voilà. Bon, maintenant, 50 ans après, on a un vrai souci avec l'eau, qui plus est une eau pure, oxygénée, fraîche. Voilà, les enjeux sont plus les mêmes et notre combat devient de plus en plus légitime, puisque la société EDF est passée sans aucune autorisation, et que de là, ce transit d'eau par millions de mètres cubes a définitivement cassé le côté unique de ce lac par un apport de masse d'eau chargée en sédiments qui petit à petit ont obstrué le lac et commencent à l'envaser comme n'importe quelle autre retenue, quoi. Ce qui est une catastrophe. La situation actuelle du lac de la Crégue, elle n'est pas fameuse. En 1969, donc EDF, concessionnaire de l'État, a récupéré l'autorisation de faire des travaux, donc de dériver par des retenues successives sur une rivière, l'eau verte, une autre, la Tarentaine. Pratiquement 80% de ces eaux, de ces rivières, ont été dérivées dans une première retenue qui s'appelle la retenue du Tac. Cette retenue du Tac est située pile à l'amont du lac de la Crégue. Donc, on va dire, pendant les premières années, cette retenue qui était créée sur une ancienne tourbière, ça va expliquer beaucoup de choses aussi, a joué son rôle de décanteur. Elle avait 5 mètres de profondeur, elle recevait des millions de mètres cubes d'eau, mais du fait de sa longueur, près d'1 kilomètre, on avait un temps de dépôt qui permettait aux sédiments les plus lourds au moins de se déposer et d'avoir un impact du fait que le lac de la Crégue, situé juste derrière, relativement limité, pas visible. Il a fallu attendre de 1969 jusqu'au début des années 80 pour que les habitants au bord du lac du Tac s'aperçoivent du changement de la couleur. C'est-à-dire que l'eau était de moins en moins translucide, elle commençait à se charger en matière en suspension, qu'elle soit organique ou silice, à la base petit à petit. La retenue du Tac à l'amont se comblait, du moins était en train de s'envaser petit à petit, et donc ça commençait déjà à dégueuler en dessous, à se déverser dans le lac de la Crégue. 1992, EDF dans ses chiffres annonçait une retenue du Tac comblée déjà à moitié, c'est-à-dire qu'il y avait 150 000 m3 de capacité à la mise en eau. On est rendu dans les années 92-95 à peu près plus que 75 000 m3 d'eau en capacité, 75 000 m3 de sédiments en dessous, pour dire la vitesse à laquelle ça se remplissait. De là, on n'a plus les chiffres après, ça est resté un peu l'omerta, on pourra en parler aussi un peu dans le pays. Mais
on suppose que le 50% en moins de 20 ans, on rajoute 20 ans, on est au début des années 2010, et nous, on l'a vu cet été, la retenue du TAC est totalement comblée. EDF a essayé de faire des curages sur les petites retenues, sur les rivières ouvertes et tarentaines, a fait des curages à l'entrée de la retenue du TAC, a fait du curage au l'exutoire qui emmène au ruisseau du TAC et de l'autre côté au lac de la Crégue. Ça donne bonne conscience, ça calme les esprits pendant un certain temps. Sur le terrain, ça n'a absolument rien changé de ce que le lac de la Crégue reçoit par an en sédiments. On est donc au début des années 80, la couleur commence à changer. 1988, les sectionnaires, c'est-à-dire que le lac de la Crégue, n'ayant pas été mis dans le domaine concédé et resté privé, il est une copropriété de sectionnaires, des habitants des 5 hameaux qui habitent autour du lac. Et ces sectionnaires, voyant l'eau commencer à devenir turbide, ont, avec la mairie, interpellé le parc des volcans et les élus dès 1988. On a une pétition signée déjà de cette date-là. Ça a remonté son petit bonhomme de chemin, le parc des volcans était au courant, les municipalités au courant, EDF a commencé ses curages qui, je vous le disais, malheureusement n'ont pas apporté réellement de solution quant au transit de sédiments qui se faisait naturellement vers le lac de la Crégue. Et à force d'être un peu par la pression des élus et des habitants, EDF a été obligé d'un peu d'enclencher la vitesse supérieure. Donc, sous l'égide du préfet, du sous-préfet, s'est engagé ce qu'on appelle des comités de pilotage. Donc, qui ont décidé de faire des études beaucoup plus poussées sur le lac de la Crégue. On est au début des années 2000. Études financées en partie en plus par la communauté de communes de Sumène-Artense, dont dépend le lac de la Crégue, et réalisées par le professeur Jean Deveau et ses équipes de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, qui ont travaillé sur le lac exactement de 2005, 6, 7. On a eu les résultats en 2009, qui là ont mis tout le monde d'accord, puisque l'université, d'après les chiffres, d'après les études que EDF avait déjà réalisées, que EDF avait gentiment transmises au professeur Deveau, il a été estimé dans ses conclusions que le lac de la Crégue stockait 550 tonnes de matière en suspension et de sédiments sous toutes leurs formes par an. Ce qui rapportait au jour d'aujourd'hui, depuis 1969, à un peu plus de 29 000 tonnes de ces sédiments. C'est difficile de rentrer dans la qualité parce qu'ils regroupent tout type de sédiments et de tout type de molécules ou de bactéries ou de particules, exactement le nom. C'est très mélangé, c'est très diffus, mais 550 tonnes stockées par an dans le lac de la Crégue. C'est-à-dire que le lac, on voit passer un peu plus de 1000 tonnes, et naturellement, il en stocke 550 tonnes. Donc on est à 29 000 tonnes quantifiées à l'état sec. Et c'est là, donc on est sur grosso modo la pelouse du Parc des Princes, j'aime bien trouver des images, pelouse du Parc des Princes sur 6 mètres de hauteur, quantifiée à l'état sec, qui, une fois réhydratés, ces sédiments, ces vases, ces boues, ont une particularité, c'est de se déplacer en suspension dans la masse d'eau. C'est-à-dire qu'on est quasiment à la densité de l'eau. C'est assez simple à comprendre. La retenue du TAC retient tous les sédiments les plus lourds. Et malgré le fait qu'elle soit envasée quasiment en totalité, sur ces berges a poussé bon nombre de végétaux, et ces végétaux rajoutent en fin de compte beaucoup de matière organique. Et cette matière organique dans la masse d'eau est quasiment de la même densité et se balade par des hauteurs d'eau. On a des plongeurs qui n'ont pas pu descendre en dessous de 8 mètres, ils rentrent dans une peinture noire. C'est-à-dire que c'est vraiment de la microparticule qui arrive à totalement empêcher la lumière de passer, bouffe l'oxygène qu'il y a dans l'eau parce qu'elle essaie de se dégrader, mais avec difficulté du fait qu'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de lumière, la lumière ne passe pas, et donc reste à l'état de boue, un peu pétrole. C'est-à-dire c'est très très fin, collant, c'est vraiment une sale merde, quoi. Et cette boue qui se balade en suspension, en bouffant l'oxygène, en été, on n'a plus d'oxygène pour les poissons dès 4 mètres sous la surface. On avait, je vous rappelle, des ombles chevaliers qui vivaient à 25 mètres de profondeur, salmonidés de grande profondeur qu'on trouve dans le Léman, qui a un besoin d'un taux d'oxygène au-delà des 6,5 ou 7, c'est le bonheur, alors que là, on est rendu à 4 mètres sous la surface, plus aucun poisson ne peut vivre,
y compris les cyprinidés, c'est-à-dire on parle de carpes, de gardons, on ne parle plus du tout de salmonidés qui n'existent plus, qui ont disparu. Fin des années 90, les derniers pêcheurs locaux ont pris les derniers ombres chevaliers. La fédération mettait des truites, enfin il se lâchait des truites, donc il s'en est pris une ou deux, il s'en est vu une dans un filet en 2000, mais après c'est fini, quoi. On a une masse d'eau qui a été totalement dégradée par cet apport d'eau qui est venu de la montagne, qui, d'après EDF, allait être un bonheur pour le lac parce que ça allait amener de l'eau fraîche et oxygénée de la montagne. Alors oui, elle arrive fraîche et oxygénée, mais dans la retenue du Tac. À l'arrivée d'eau de la retenue du Tac, elle est effectivement au maximum de l'été à 18-19 degrés. C'est la température des rivières ici que les truites supportent très bien, avec un taux d'oxygène dissous qui dépasse les 6, 6,5, 7, ce qui est merveilleux. Elle rentre dans la retenue du Tac, elle sort de la retenue, donc du premier bassin de décantation, dont EDF a la gestion. Il en est le concessionnaire. Quand elle ressort, elle est à 26-27 degrés, taux d'oxygène dissous, on est à moins de 4. Sur des coups d'eau, on descend avec des taux de microparticules dissoutes dans l'eau, on est à 1200. Alors que la moyenne c'est 50, 100, ou pour être dans une eau de bonne qualité, quoi. On explose tous les compteurs, parce qu'elle se charge en fin de compte de sédiments à l'intérieur même de la retenue du Tac. On a les analyses donc, de Blaise Pascal qui démontrent que sur la totalité des sédiments qui arrivent dans le lac de la Craigu, il y en a un tiers qui vient de la montagne, il y en a 2 tiers qui viennent de la retenue du Tac. Donc on est, pour nous, on verra après comment on va dérouler ça devant la justice, mais on est sur une pollution industrielle. C'est-à-dire que c'est un mauvais entretien de l'outil de travail que l'État a confié à la société EDF, qui fait que la retenue est dans tel état, jamais nettoyée, 3 coups de pelle par-ci par-là pour faire pansement sur une jambe de bois, on appellerait ça, mais jamais de souhait de le curer, et donc sans entretien, la retenue s'est envasée, maintenant elle dégueule d'en dessous, mais c'est un lac privé. Imaginez que vous avez quelqu'un, les 550 tonnes, c'est une tonne, un peu plus d'une tonne jour. Donc vous avez un potager à côté de chez vous, vous êtes l'heureux propriétaire, ou on va dire une cour commune dans une copropriété des immeubles en ville, vous avez une cour, un endroit où on garde les voitures, où les enfants peuvent jouer et tout ça, mais vous avez quelqu'un, une entreprise publique, ça la fout mal un peu quand même, qui vient mettre une tonne tous les jours, je dirais presque de quoi que ce soit, hormis de l'or, mais des roses, du chewing-gum ou n'importe quoi. Là, on en a 29 000 tonnes. Au bout d'un moment, c'est pénible, quoi. La masse même fait que ça devient insupportable. C'est insupportable. Pour nous, on a cassé un joyau magnifique de l'Auvergne, du Massif central, une raison d'être de faire venir des touristes. On a 200 000 visiteurs au bord du lac Pavin, on en a 1000 qui passent au bord du lac de la Craigu. Et j'avoue que le combat de l'association, avec nos banderoles Sauvons le lac de la Craigu, bon, on n'encourage pas les gens à venir s'y promener. On est désolé, mais le lac a été dégradé, mais c'est dramatique pour produire de l'électricité, alors que le lac n'en produit pas. C'est-à-dire, le lac, avec ses sources sous lacustre et la pluviométrie, c'est quelques milliers de mètres cubes. Par rapport à ce qui arrive du bassin versant, ça n'a rien changé à la production d'EDF. Ils se servent simplement du lac comme un deuxième bassin de décantation. Et ça, c'est insupportable de casser un lac naturel pour protéger des installations hydroélectriques, artificielles, un pavillon bleu sur le barrage de l'Astioule, sur la retenue de l'Astioule. Je suis pas contre, mais bon, le pavillon bleu, il était dans le lac de la Craigu avant qu'on construise les barrages, quoi. On avait un joyau que la région va se mettre, on espère, à nos côtés pour défendre, que les départements les présidents des départements vont bouger. Tout le monde, on ne peut pas laisser mourir ça, c'est pas possible. Donc le combat de l'association, il a démarré en 1992. 1992, on a des habitants des bords des berges, des sectionnaires, des propriétaires, qui, suite à un énorme orage sur la montagne, ont vu le lac devenir café au lait pendant tout l'été. Les bêtes ne voulaient plus boire l'eau, plus personne ne veut se baigner dedans, alors que ce lac, les grands-parents, les arrière-grands-parents, tout le monde en avait profité, et d'un seul coup inutilisable. Alors que EDF avait promis que ça n'allait absolument pas dégrader la qualité des eaux du lac de la Craigu. Au contraire, cet apport d'eau fraîche et oxygénée, je me répète, mais pour bien comprendre le contexte. Donc les gens, on était bafoués, on nous a menti.
Le lac, vous avez vu l'état dans lequel il y a pollution là. Donc, sous l'impulsion des habitants, Madame Lucienne Serre, en 92, est devenue la première présidente de l'association. Et là, il y a eu réellement une première alerte qui a été faite, 92, 95, 2000, où justement on a été jusqu'à la mise en place de ces analyses qui ont été réalisées par l'université Blaise Pascal. On a connu les résultats, tout ça devant Madame la sous-préfète et le préfet du Cantal, ça n'a rien fait changer. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le lac n'étant pas dans le domaine concédé, le préfet qui est en charge du domaine concédé de l'État ne peut pas intervenir sur un terrain privé. Et ils ne veulent pas dire non plus à EDF qu'il faudrait contourner le terrain privé. Donc les préfets successifs, on en a eu 13 dans le Cantal depuis 1992, ils ont tous été informés du dossier, ils ont tous botté en touche, en disant quelque part ça ne nous concerne pas. Gonflé quand même. On essaie de sauver le plus grand lac du Massif central et le préfet du Cantal nous dit on regarde la loi. Et quelque part, même si c'est totalement incompréhensible mentalement, effectivement, ils imposent à EDF sur le domaine concédé de l'État, le lac n'en fait pas partie. Donc le préfet est en difficulté de pouvoir réellement aider l'association ou réellement pouvoir imposer à EDF. Sauf qu'il y avait quand même pollution d'avéré. Donc là, ça changeait aussi la donne. Il y a quand même des textes de loi qui permettent, quand il y a une pollution avérée, au préfet de bouger. Malheureusement, rien ne s'est fait. Donc l'association a continué, sans baisser les bras. On est arrivé en 2012-2015, EDF arrive en fin de concession, c'est-à-dire l'État avait confié à EDF la concession pour une durée de 40 ans. Le locataire est là, c'est EDF, il entretient l'outil de travail, il entretient tout ça, et au bout de 40 ans, l'État récupère sa concession pour éventuellement la céder à un autre producteur d'énergie. Ce qui sous-entendait que EDF devait rendre à l'État un outil de travail en bonne et due forme. Les retenues ne le sont pas. On parle de la retenue du TAC, mais si on prend l'eau de Chêne qui vient du côté Gabacu, on a des plans d'eau aussi qui sont totalement envasés et jamais entretenus. Donc nos préfets ne bougeant pas, l'association a décidé de porter plainte en 2014, donc a confié à un cabinet de Clermont-Ferrand le fait de porter une plainte contre EDF au tribunal à Aurillac. C'est là où on s'aperçoit aussi que c'est quand même difficile. Il y avait à peu près estimé un peu plus de 20 000 tonnes. Le procureur de la République a mis 5 ans pour classer notre affaire sans suite, ne se référant qu'à un seul dossier fourni par l'OFB, où il est écrit dans le rapport, c'est un rapport, pardon, dans tout le rapport il est écrit que l'eau est incompatible avec la vie piscicole, que c'est chargé en matière, nanana, j'en passe, c'est vraiment un dessin parfait de l'état de la qualité des eaux du lac de la Crieuse, sauf que dans la conclusion, il est écrit que, au regard des textes de loi, la pollution est avérée, mais pas suffisante. On était à 20 000 tonnes. Le procureur, au bout de 5 ans, en ayant lu ces quelques lignes, a trouvé l'argument impeccable pour dire que l'administration, par l'intermédiaire de l'OFB qui a rendu ce rapport, a décrété que c'était comme ça. Et mon Dieu, moi, justice française, on ne va pas aller contre les administrations françaises. Donc, on classe sans suite. En 2019, c'était. L'association a pris un coup. Là, c'était un grand coup de balai derrière la tête parce que c'est tellement évident, cette pollution. Tout le monde l'a prouvé. Il y a quand même des gens qui vont dire que oui, mais eh ben, on est tombé sur lui. Pas de chance. Donc, grand coup derrière la tête. Et les 2 années de Covid, 2021, 2020, 21, 22, là, c'était quand même un moment donné où l'association a bien baissé les bras. On ne savait plus trop quoi faire. Et puis, bon an, mal an, on s'est remis au boulot, on a retrouvé des nouvelles pièces à charge, dont une thèse de Léo Chassiot, que je ne mâche pas son mot, Léo Chassiot, sur les forçages tropiques des lacs entre autres barrages, qui est venu travailler, on ne le savait pas, dans les années 2010-2015, sur le lac de la Crieuse, merveilleux, et lui, il est déjà à 21 500 tonnes en 2015. Donc lui-même, sans avoir demandé qui que ce soit, quoi que ce soit au niveau études avant, après, ou choses comme ça. Non, il a fait son boulot, c'est une thèse qu'il a fait sur ces forçages tropiques, et qui, on tombe dessus, merveilleux, une pièce encore à charge de plus.
plus d'autres pièces. Le lac est classé depuis 1955, donc il est classé au titre des sites naturels exceptionnels, on va dire. C'était le ministère de la Culture, 1955, ça le protégeait par la loi du 2 mai 1930. L'État, on a compris pourquoi on n'a pas exproprié les gens, c'est simplement parce qu'il était protégé par cette loi et que personne n'avait le droit d'y passer. Erreur pour EDF supplémentaire. Et donc, les années de Covid, tout ça, on trouve des nouvelles pièces et on relance réellement l'association. Enfin, elle n'est jamais tombée, elle a toujours bossé, mais on remet du baume au cœur, on peut se retrouver de nouveau au bord de la plage. Et là, on a décidé au vu du dossier, pour attaquer EDF, on est bien conscient qu'on va attaquer un bataillon de juristes, que le cabinet d'avocats clermontois n'était peut-être pas à la hauteur, et on a tenté le coup de téléphoner à Corinne Lepage, qui, à la vue de notre dossier, à la lecture de notre dossier, a bien voulu accepter de prendre la défense de ce lac. Donc pour nous, c'est une première victoire, parce que Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, députée européen, qui est sollicitée à longueur de journée, nous a-t-il, par des associations qui s'en créent tous les jours de protection de l'environnement, et Dieu sait s'il en faut et qu'il y en a besoin, mais ne peut pas prendre tous les dossiers. Mais ce dossier contre la société EDF l'interpelle et interpelle tout le monde, puisque c'est la problématique des sédiments devant les barrages. On a des bombes de méthane qui sont pas dangereuses, mais le jour des mises à sec des retenues, c'est quand même problématique. Et ces sédiments, on le voit nous ici, pourtant on est dans une région réellement arrosée, on a de moins en moins de sites de baignade. C'est-à-dire dans les années 80, on se baignait dans tous les plans d'eau, on se baignait de partout, Saint-Étienne de Cantalès, le barrage de l'Aigle, le barrage de l'Astioule, le barrage de Bord-les-Orgues, c'était tous des lieux qui ont été aménagés avec des plages surveillées, des baignades, des centres nautiques et des choses comme ça, et que malheureusement, année après année, et depuis 5 ans, ça commence à réellement accélérer. On a des développements algal, entre autres de cyanobactéries principalement, qui font que on a une majorité des lacs qui voient des interdictions qui duraient une semaine, et puis maintenant ça dure 15 jours, et puis on sait qu'à partir du début du mois d'août, on commence à avoir des plans d'eau dans lesquels on ne va plus pouvoir proposer aux gens de pouvoir se baigner, quoi. Et ça, c'est le mauvais entretien. Je reviens toujours, c'est les têtes de retenue qui ne sont pas curées en tête de bassin. Les premières retenues, c'est la retenue du TAC, jamais curée. Vous laissez la boue s'accumuler dedans, à un moment donné, elle descend en dessous, mais elle descend réchauffée et déjà prête à avoir toutes ces éclosions. Quand on était dans l'eau à 15 degrés, peu de chance, mais quand on a de l'eau qui monte maintenant en bordure à 25-26 degrés l'été, inévitablement, on a un développement de bactéries qui fait que nos eaux sont plus propres à la baignade, à la consommation du poisson. On ne peut plus y faire voir les chiens, on ne peut plus y faire voir les vaches. On n'est pas encore les algues vertes en Bretagne, mais c'est exactement le même principe. Effectivement, le tournant majeur, c'est l'acceptation par le cabinet de Corinne Lepage de vouloir nous aider et de bien vouloir essayer de défendre ce lac à nos côtés. Le bureau a immédiatement pensé, conseillé par Madame Lepage aussi, c'est de développer la communication. Jusqu'à aujourd'hui, l'association a essayé, à part en 2014, de déposer plainte, mais pendant 20 ans, on était dans la négociation. On espérait que l'exploitant EDF allait à un moment donné se rendre compte que, ils ont déconné, il faut mettre une canalisation, on fait passer les eaux de la retenue du TAC directement à l'aval par une conduite, c'est 1 kilomètre de tuyaux. Je ne dis pas que c'est gratuit, mais pour le chiffre d'affaires de EDF, c'est peanuts. Et le problème aurait été au moins en partie déjà résolu. Au moins la pollution serait cessée, on aurait continué avec. Mais bon, le lac aurait été déjà mis en protection, ça aurait été pas mal. Négociation, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que pendant 20 ans, EDF a mené en bateau l'association, mais les élus, tout le monde en a eu. On s'est tous fait bluffer par EDF. EDF promettait que ça allait être merveilleux. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne l'est pas. 29 000 tonnes, c'est pas merveilleux. Donc, EDF a perdu quand même beaucoup d'appui, même si EDF est un mécène
au niveau financier pour les collectivités, pour toutes les associations culturelles, sportives. EDF a l'argent facile, je dis, j'en ai profité, moi, quand j'ai organisé les compétitions, je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que c'est de l'argent public, bon, voilà, c'est facile de payer des maillots de foot et d'acheter un peu la paix civile. Donc le virage a été pris quand Corinne Lepage a accepté de vouloir défendre les intérêts du lac, et que pour l'association qui a toujours essayé de négocier, et donc de rester assez discrète, on a pas trop voulu divulguer, on était dans la négociation. Maintenant, on a dit on passe directement au combat. Donc il faut communiquer, c'est le nerf de la guerre de nos jours, et que ce combat sorte de nos frontières du Cantal, du Puy-de-Dôme, vraiment des pays de proximité, des départements, et que tout le monde prenne à bras-le-corps la défense de ce lac. Donc Corinne Lepage accepte, on lance la communication. Ça voulait dire une refonte totale de notre site internet, qui soit plus didactique, lisible, accessible, adhésion en ligne, un QR code, on va au bord de l'eau, on arrive sur le panneau d'explication de la problématique du lac, vous cliquez, vous tombez sur l'association, un petit onglet, comme on dit, 3 minutes pour tout comprendre, que les gens tranquilles pour résumer tout ce qu'on est en train d'expliquer. Pas facile, mais les gens comprennent rapidement. Et donc, en parallèle de la création du site internet, l'envie de créer une exposition, que vous allez découvrir, itinérante, parce qu'on veut justement qu'elle déborde de notre commune et qu'elle aille se promener aussi bien dans le Puy-de-Dôme, la Corrèze et chez tous les gens qui voudront bien nous accueillir, qui résume assez bien la problématique et les solutions, parce qu'on a des solutions, très important aussi. Et pour ouvrir ce site internet, le présenter et présenter cette exposition, on a invité 150 médias nationaux et journalistes, associations de défense de l'environnement, de la protection, tous les élus des 3 communautés de communes qui nous environnent, environnantes. Et on les a invités tous vendredi 23 février à la mairie de Trémouille, en présence de Madame le maire, pour justement leur présenter, faire une première conférence de presse où on a pu, devant les journalistes, devant la télé, exprimer nos revendications, la problématique, nos revendications, les solutions qu'il y a, et de présenter l'exposition et le nouveau site internet. Ça a été un franc succès. Et justement, ce combat qu'on mène depuis déjà 30 ans va se poursuivre pendant encore de nombreuses années. Et le choix d'avoir pris Corinne Lepage pour nous défendre, c'est un choix qui est merveilleux. Pour nous, sincèrement, c'est une première victoire qu'elle veuille bien accepter le dossier. Mais bon, on engage des frais qu'une petite association de riverains et de passionnés de ce lac et d'amoureux du lac ne peut pas porter seule. Donc, on a parlé tout à l'heure de la conférence de presse qui a été l'occasion justement de présenter ce site et de l'exposition qu'on veut itinérante, justement pour commencer à interpeller au-delà de nos frontières du Cantal et de chercher un coup de main, entre autres, un vrai soutien déjà, que les gens comprennent pourquoi on se bat. C'est pas pour nous, moi sincèrement, le lac, on passe à côté tous les jours, mais pour les générations futures c'est important, et que s'ils comprennent ce message, et ben après il faut aller nous filer un coup de main parce que financièrement on va en avoir besoin. On y va de notre poche, nous on fait des kilomètres, on écrit des courriers, on fait même pas porter ça par l'association parce que l'association n'a pas réellement de trésorerie. On a une adhésion, on a fait passer l'adhésion de 5 à 10 euros, donc voilà, 10 euros c'est un paquet de clopes, les gens disent c'est pas beaucoup, je dis c'est déjà beaucoup pour certains qui voudraient nous aider plus peut-être, mais c'est pas facile pour tout le monde, donc 10 euros par 10 euros, quand il faut payer un avocat parisien, vous imaginez qu'il faut quelques milliers de soutiens et on espère les avoir, et sincèrement si vous pouvez nous rejoindre et nous aider, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et c'est tout le bien qu'on souhaite. C'est www.lacdelacrégu.fr. L'adresse mail c'est lacdelacrégu@orange.fr. Vous nous trouvez. Il y a une pétition qui vient d'être mise en ligne sur change.org. On a 2-3 petites choses à modifier dedans, mais elle est partie et j'espère aussi qu'on ait quelques milliers au minimum de signatures et qu'elle fasse tasse d'encre. On ne va pas sauver le monde, on n'a pas l'ambition, on va laisser les grosses associations le faire. Nous, on essaie de défendre quelque chose qui est défendable, qui est à notre échelle d'humain. C'est
pas gros, c'est quelque chose. On a les gens qui polluent en face de nous, c'est pas des grands groupes, ils sont là, on peut discuter. Donc je pense que c'est un combat qui est pas gagné d'avance, loin s'en faut, mais qui est jouable. Parce que il faut rester à la hauteur de ses compétences, et nous, on va rester juste à la hauteur de notre petit lac dans le Cantal, mais sincèrement, on a besoin de nous, parce que, comme tout le monde, on s'aperçoit des conneries qu'ont fait les anciens, on leur en veut pas, ça s'est fait à des époques où on était à milieu de ça, mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus laisser passer. Moi, je ne peux pas aller regarder mes gamins et dire je laisse faire, quoi. C'est pas possible. Mais il faut savoir que cette pollution, elle ne s'arrête pas au lac de la Crégu. Le lac de la Crégu devient le deuxième bassin de décantation, le premier étant plein. La poubelle n'a pas été vidée, c'est la deuxième poubelle en dessous, le lac de la Crégu, qui se remplit. Mais quand je disais, il rentre 1000 tonnes, le lac en stocke 550, il en revient à l'aval 450, qui vont continuer d'aller perturber tous les écosystèmes à l'aval. C'est-à-dire qu'on a des rivières comme la Grande Rue, qui en été reçoit bien involontairement de l'eau exagérément chaude, dans laquelle, même si elle a été refroidie parce que captée un peu plus profondément, c'est déjà attaqué déjà de se développer toutes ces bactéries qui n'attendent qu'une chose, c'est un rayon de soleil maintenant pour exploser. On a des rivières à l'aval qui rejoignent la Dordogne qui sont des champs d'algues. Ça devient impêchable. Arrivé au mois de mai, ça ne vous donne pas envie de vous baigner. Il n'y a plus une bête, à mon avis, qui peut y boire dedans. Donc je reviens toujours à ces algues vertes, ça descend, l'eau ne s'arrête pas, l'eau va continuer d'impacter. On a des grands barrages qui lui permettent effectivement de se réoxygéner, de se dépolluer en partie, mais 5 km en dessous du barrage de Bord-les-Orgues, la rivière est déjà chargée en algues putrides. Enfin, c'est pas des bonnes algues, c'est pas des bons végétaux, c'est des végétaux issus de la dégradation justement de toutes ces bactéries de l'amont et un excès de nitrate, d'azote bien évidemment qui nous viennent du massif, mais qui ont été concentrés. Des vaches, il y en a toujours eu sur le massif. EDF est en train un peu de déplacer le problème en justifiant le fait que si ces retenues sont envasées, c'est à cause des agriculteurs qui balancent bien évidemment du lisier, du fumier pour faire de l'herbe, ils ont du fourrage, on est en plein de régions de l'AOP du Saint-Nectaire. Mon Dieu, quelle idée de ne pas vouloir s'en séparer, on va garder Saint-Nectaire. Mais les rivières, si on leur avait laissé leur débit, la Tarentaine à Champs-sur-Tarentaine en 1968 avait un débit moyen de 6 mètres cubes. EDF capte 80%, donc elle a un débit maintenant de 0,8 mètres cubes. Il n'y a plus de truites, ou pratiquement plus, et les 0,8 mètres cubes ne peuvent plus distiller la totalité des sédiments qui viennent de la montagne. Arrêtons de capter l'eau. On la capte, elle se réchauffe, elle est encore plus pourrie, et derrière le mur du barrage de la retenue, on a de l'eau qui, malheureusement, n'est plus en assez grande quantité pour absorber les nutriments qui faisaient le bonheur des poissons. Parce que ce lisier, c'est du végétal que les truites bouffaient, que les écrevisses mangeaient, que tous les micro-organismes au fond d'une rivière, les vers d'eau, les choses, tout le monde était là, les éphémères, tout le monde se gobergeait de ces nutriments qui leur permettaient d'exister. Alors le problème, c'est qu'ils sont en trop grande quantité, que dès que l'eau se réchauffe, y compris dans une Tarentaine qui est sous perfusion, on lui laisse 10-15% de son débit. Mon Dieu, ça tourne au vinaigre dedans aussi. Ça, développement algal, développement de bactéries, une rivière qui est de plus en plus remplie de végétaux qui pompent l'oxygène, donc la rivière s'appauvrit en oxygène. C'est le cercle vicieux. Mais tout ça, c'est dû au barrage et EDF. Qu'on n'aille pas porter ça sur le dos des agriculteurs. Les agriculteurs étaient là avant les barrages et les rivières étaient pourries de poissons avant EDF. C'est EDF a capté et a tué. L'Ascentoire, c'est pas eux, mais c'est des producteurs d'énergie. La Grande Rue, le premier barrage, c'est pas EDF, mais en dessous c'est l'HM, en dessous c'est EDF. Enfin, moi, je mets tous les exploitants qui travaillent bêtement pas au fil de l'eau. Moi, je me suis baladé dans beaucoup de pays. On prend un tiers du débit de la rivière, on la fait passer dans une turbine. Ça produit beaucoup moins, mais l'avantage, c'est que ça produit tout le temps. Et on a des 2 tiers de la rivière qui n'est pas impacté, et donc on a un débit conséquent que la rivière a naturellement. On dérive pendant 200 mètres, 300 mètres, le temps de passer dans une turbine. On n'est pas obligé de la stocker. C'est le fait de stocker qui tue les rivières. Parce que ce qui ressort derrière est pourri, malheureusement. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans l'inconscient collectif, EDF entretient un doute. Un lac, il peut être à la base que naturel. Il existe des lacs artificiels, c'est des immenses plans d'eau, ça peut être le Léman, ça peut être vraiment des très grands ouvrages. Mais autrement, on va parler ou d'une retenue
qui n'a pas d'usine hydroélectrique, ou un barrage qui, lui, est doté d'une usine hydroélectrique. Un barrage, c'est Bort-les-Orgues. Mais la retenue, c'est la retenue de Bort-les-Orgues. La masse d'eau, c'est une retenue. C'est pas le mur du barrage. Il faut faire la différence. Et ici, c'est vrai que EDF joue sur les tableaux, où maintenant, on a la communauté de communes qui communique pour vendre un peu notre pays, qui nous parle du lac de la Stioule. Et moi, ça me fait hurler. Ce n'est pas un lac, ce n'est qu'une retenue. L'usine d'hydroélectricité qui est à Ozerets, elle est à 400 mètres plus bas en altitude. Donc ce n'est juste une retenue de la Stioule. C'est artificiel, ou on dit lac artificiel. Mais EDF, dans sa communication reprise par toutes les instances qui s'occupent du tourisme, c'est pas leur boulot d'aller chercher, ils reprennent ce que l'exploitant a donné. Mais j'écoute parler du lac du Tac, c'est une retenue. Du lac de la Stioule, c'est une retenue. Du lac du Toron, c'est une retenue. Du lac du Gabacu, ce n'est que des retenues artificielles, créées de la main de l'homme, qui n'ont jamais existé, qui sont en plus chiantes parce qu'elles ont noyé des coins magnifiques. Moi, j'ai vu des photos du vallon qu'il y avait à l'époque avant qu'il soit sous l'eau, maintenant sous 25 mètres d'eau, comme ces vieux villages qu'on a mis sous les barrages. On peut en être que désolé, mais c'est vrai que voilà. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de nous vendre tout ça comme si c'était naturel, comme si ça avait toujours existé, alors que ça n'a que 50 ans d'existence, et que c'est pour protéger ces retenues artificielles, entre autres de la Stioule, pavillon bleu, le seul pavillon bleu, qualité d'eau de baignade exceptionnelle, qui a pris un peu du plomb dans l'aile, mais de tout le département du Cantal. Donc c'est vrai que les gens veulent essayer de protéger cette retenue artificielle, en massacrant un lac naturel. On ne peut plus être d'accord. C'est-à-dire qu'on se sert d'un lac naturel comme poubelle pour protéger une retenue artificielle qui, quoi qu'il arrive, parce que la pollution continue de descendre, ce que j'expliquais, il y en a encore la moitié qui continue de courir sa vie, va aller finir invariablement par aussi pourrir la qualité des eaux de la retenue de la Stioule et interdire la baignade. Plein de plans d'eau, on ne peut plus se baigner. On est à 900 mètres d'altitude. On est sur le château d'eau de la France. On apprenait ça à l'école, nous deux. Il n'y a plus rien de tout ça. On a des villages maintenant qui sont alimentés avec des camions d'eau, parce que l'eau potable n'est plus potable. En Auvergne, oui monsieur, Sagenay-Champès, l'année dernière, 2022 et 2023 je crois aussi. Donc on arrive avec un réchauffement qui va poser des vrais problèmes, et ce lac de la Crégu résolvait une partie de nos problèmes, parce que sans bassin versant alimenté que par des sources sous lacustres qui viennent d'on ne sait trop où, de l'eau fraîche, oxygénée, disponible, et sincèrement qui était buvable. À une époque, jusque dans les années 65-70, les gens buvaient la flotte du lac de la Crégu, les vaches buvaient la flotte de la Crégu, tout le monde allait servir à la Crégu. Les gens lavaient le linge à la Crégu, les gens apprenaient à nager à la Crégu, les gens se promenaient en barque sur le lac de la Crégu, les gens se sont mariés au bord du lac de la Crégu. C'était le lieu de vie de la commune de Trémouille. Dès que le lac dégelait à la fin du printemps, c'était le lieu de retrouvailles de toutes les fêtes, de tous les bals, de tous les gens se retrouvaient là-haut. Il y avait des cafés qui vendaient des cartes de pêche, il y avait de la vie. Il n'y a plus rien. C'est mort. Les seuls gens qu'on voit, c'est des touristes qui ne sont pas au courant, qui vont faire trempette dedans. On ne fait pas d'analyse, il est privé, donc il faudrait que la municipalité s'engage éventuellement à faire des analyses, c'est pas son boulot. C'est écrit partout qu'on n'a plus le droit de se baigner. Bon ben, c'est EDF qui met ça pour se protéger. On navigue entre des panneaux d'interdiction, interdiction de baigner, interdiction de faire du canotage, interdiction ils nous saoulent un peu avec leurs interdictions, mais les seules personnes qui se baignent, des touristes de passage. Nous, dès que ça commence à chauffer l'été, on ne fait plus boire les chiens. Peut-être à tort, peut-être que c'est une inquiétude qui n'est pas justifiée, mais sincèrement, quand on voit la gueule de l'eau, ça ne donne plus envie d'y aller, quoi. Alors qu'il aurait pu être encore dans son écran, si on ne l'avait pas fait chier. L'énorme avantage, c'est qu'on peut le sauver, justement grâce à ces sources sous lacustres. Donc ça, c'est le combat, c'est la raison d'être de l'association depuis 30 ans, et que le professeur Devoux avait repris à la fin de ses conclusions de 2009, repris par un sous-préfet aussi, Patrick Gézé-Gabel de Mauriac, c'est que la seule solution de sauver le lac de la Crégu, c'est de le contourner. C'est-à-dire que les eaux du Tac ne soient plus jamais en contact avec le lac de la Crégu, que tout déversement du lac de la Crégu soit stoppé. Et à partir de là, du fait que depuis 50 ans,
L'eau s'est tellement pourrie dedans que la fédération de pêche en avait récupéré la jouissance, c'était devenu du domaine public, ils ont mis des cendres, des perches, des brochets, les gens s'y sont amusés à les prendre. Nous, l'association, demandons le curage, c'est-à-dire une vidange, une pêche des poissons qui soient relâchés ou que bon le sent, mais c'est des poissons de deuxième catégorie, principalement des carpes, des gardons, que tout ça soit arraché, que les bouts du lac, donc que le lac soit totalement vidé. On a l'avantage d'avoir l'exutoire en dessous, donc on enverra à EDF ce que EDF nous a laissé, que les bouts soient curés, que le lac soit mis neuf, et qu'on arrache toute la ripisyle florale autour. C'est-à-dire toutes les espèces invasives de roseaux, d'aulnes, des choses qui n'existaient pas avant 1970 du fait qu'il n'y avait pas de matière pour que ça se développe dedans, pas d'apport de nutriments, pas de matière, pas de végétation. Tout ça soit arraché. Il nous faudra grosso modo, il faudra au lac grosso modo 1 an et demi entre ces sources lacustes estimées entre 60 et 100 litres secondes, plus la pluviométrie annuelle de 1500 à 1800 mm, fait qu'en gros en 1 an et demi il sera rempli de ses propres eaux, qu'on espère fraîches et oxygénées, et si on peut, là on redemande la mise en place des espèces piscicoles présentes avant 1970. On revient à l'omble chevalier, on revient à la truite, on revient à la tanche, les vairons, les petites perches qu'on pourra récupérer à la Godivelle, qu'on pourra récupérer au lac Chauvet, de la même manière que les végétaux, on va les récupérer au Gourtazna. Et là, on veut que ce soit le parc des volcans qui s'occupe justement de suivi de toute l'implantation biologique, florale, faunistique qui pouvait être présente. Mais il faut enlever. Le lac de la Criguë est couvert d'anodontes maintenant. Donc l'anodonte, c'est la grosse moule d'eau douce qui a une capacité, qui se nourrit principalement de matière en suspension et qui a une capacité de filtrage de 45 litres jour. Impressionnant, hein? Et elles sont alignées par millions. Tout ça, il faut enlever. Bien évidemment que ça n'existait pas. Donc on veut une remise à plat totale du lac. Ça va coûter cher. C'est sûr que par rapport à l'économie d'1 kilomètre de canalisation en 1969, la douloureuse va cuire. Il n'empêche qu'il faut le faire. Parce que ce lac qui est apparu il y a 13 000 ans, on va le laisser à nos enfants. Moi, j'ai pas envie que mes gamins ils disent « Vous avez fait quoi ?» Je porte pas le combat que pour moi, je porte le combat pour les générations qui arrivent. C'est pas pour nous qu'on se bat. Il faut bien faire penser. On verra peut-être jamais le lac en état. On a déjà perdu 2 présidents de l'association qui sont décédés, qui n'ont jamais vu le lac remis en état. C'est un peu dramatique, mais bon, peut-être que je serai le 3e, le 4e, on verra bien. Et puis il y en aura d'autres derrière. On va pas lâcher. On gagnera le combat, c'est sûr et certain. Autant que ça se fasse suffisamment tôt, le coût va être faramineux, mais ça a l'avantage de pouvoir être pris en charge par l'Union européenne dans un dispositif qui a été mis en place en 2022, qui s'appelle le Pacte vert, dont une enveloppe de 150 milliards d'euros a été débloquée pour la réhabilitation des sites dégradés. Et on sait qu'on rentre tout à fait dans le sujet et dans l'enveloppe budgétaire pour faire remettre en état ce site. Donc ça veut dire que ça coûtera moins cher à EDF de le faire rapidement et aux collectivités de se débrouiller pour essayer que tout le monde s'entende un jour autour d'une table et accepte d'engager ces travaux-là et de chercher des financements. Mais il y a des solutions. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas très nombreux dans le Cantal et qu'on a l'impression des fois que nos appels au secours, ils se perdent un peu dans nos montagnes. Autant moi qui étais un ancien Lyonnais, c'est facile de mobiliser rapidement quelques centaines, voire milliers de personnes, autant ici c'est difficile, parce qu'on n'est pas très nombreux et que les Cantaliens, on les écoute pas trop, on fait rarement les premières pages des journaux télévisés, quoi. Et donc le lac de la Criguë qui avait un tout petit bassin versant, donc peu de nutriments, peu d'apport de matière, donc une eau pauvre, très oxygénée, translucide. À l'époque, le 10 de Secchi, qui est une mesure, donnait la visibilité à 8 mètres. Les anciens disaient qu'ils voyaient une pièce de 1 franc par 10 mètres de fond, pour donner la clarté quand même de cette eau. Donc tout ça a été perturbé par l'apport de toutes les eaux de ruissellement d'un bassin qui fait 90 km², c'est-à-dire qu'on part réellement du sommet, du pied du Sancy, au-delà de la fontaine salée pour ceux qui connaissent, et toutes les rivières ruisseaux, tout le chevelu est capté par les petites barrages, les petites retenues de Brumesange et de l'eau verte, et tout ça va rentrer dans le TAC comblé pour aller rejoindre le lac de la Criguë. Le lac de la Criguë a vu arriver des millions de mètres cubes. Ces eaux mettaient environ 2 ans pour traverser le lac. Une goutte d'eau mettait 2 ans pour traverser le lac de la Criguë. Au jour d'aujourd'hui, en période de crue, la totalité de la masse d'eau du lac de la Criguë est renouvelée tous les 2 jours.
C'est un peu plus de 3,5 millions de mètres cubes. Tous les 2 jours, la totalité de la masse d'eau. Donc on a un apport énorme de sédiments, l'eau ne ressemble plus à rien. Alors là, je vais vous expliquer la dérivation réalisée par EDF de tout le bassin versant sud-ouest du Sancy. Donc les eaux de la rivière Tarentaine sont piquées à hauteur de 80%. Elles viennent se jeter dans une autre retenue qui est celle de l'eau verte, avec une rivière ouverte dont les eaux sont prises aussi à hauteur de 80%. Et donc la masse d'eau de ces 2 rivières vient rejoindre la retenue du Tac, qui était peu profonde, totalement envasée. Le lac d'après, c'est le lac de la Crégue, c'est le lac naturel. Il aurait dû être mis en place une servitude d'aqueduc en 1969 au début des travaux. Elle n'a jamais été mise en place. EDF préférant passer directement par le lac de la Crégue et faire dériver ces milliers de mètres cubes d'eau qui petit à petit sont venus perturber tout l'écosystème de ce lac. Pendant qu'il n'est aucune végétation au bord du lac en 1960, je ne sais pas la date des années, c'est peut-être le début des travaux, donc en les années 65, 68, on avait un lac qui était totalement dégarni de végétation, du fait qu'il n'y avait pas de végétation, pas de nutriments, pas de possibilité de développement, on était sur des bordures de cailloux.